nous allons essayer d'entrer dans la compréhension de l'approche de la forme dans l'œuvre de Rudolf Steiner, dans ses réalisations et aussi dans sa pensée. Ce qui n'est pas une mince affaire. Je serai obligé donc de prendre certaines orientations et en laisser de côté d'autres, parce que ce thème est très 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 large et très très riche chez Rudolf Steiner. Ça serait même l'objet d'une thèse de doctorat, tellement c'est profond, tellement c'est protéiforme aussi. Donc l'idée de forme chez Rudolf Steiner, ça va être donc pour moi une approche. Ce ne sera rien d'exhaustif, mais je vais essayer de planter un fond théorique à partir de ce que dit Steiner et ensuite de l'illustrer. Tout d'abord, on peut se pencher sur certaines capacités, certaines facultés du jeune Steiner, ce que j'appelle la naissance d'une perception nouvelle. Et l'interrogation de Steiner sur la signification des formes dans le monde extérieur, matériel, on pourrait dire s'est doublée très tôt d'une interrogation sur les formes du monde immatériel, non physique. Dès l'âge de 8-9 ans, c'est-à-dire vers 1869, il a une expérience, alors qu'il est assis dans la salle d'attente de la gare où travaille son père. Il a une expérience qu'il nomme lui-même un phénomène occulte, puisqu'il est spectateur de l'apparition spectrale d'une âme défunte qui, on pense, et il pense que c'est quelqu'un de la famille, qui s'adresse à lui en lui demandant en fait une aide post-mortem. Et cette apparition disparaît dans le poil. Donc déjà, c'est assez particulier comme perception pour un enfant de voir une âme défunte qui apparaît, lui parle et disparaît dans le poil. Il y a donc là, en fait, un don de perception au-delà du monde physique auprès des personnes. Et ce don, il l'aura aussi au sein de la nature. Il écrira lui-même, en transposant son vécu sur celui d'un enfant présenté dans les drames mystères, il écrira « Il était une fois un enfant qui grandissait dans la solitude des bois. Il avait pour amis aussi les arbres de la forêt et les fleurs. Des êtres spirituels parlaient dans les corolles, les calices et sur les cimes. Il pouvait comprendre leurs murmures. Des mondes secrets révélaient leurs merveilles au jeune garçon, lorsque son âme s'entretenait avec ce que la plupart des hommes tiennent pour être privés de vie. » Dans son autobiographie, il écrit encore qu'à la suite de la première expérience dans sa vie intérieure, se révélèrent sans conteste ces mondes où ne parlent pas seulement à l'âme de l'homme les arbres extérieurs, les montagnes extérieures, mais aussi les mondes qui sont derrière ceux-ci. Et le garçon vécut à peu près à partir de ce moment avec les esprits de la nature, avec les entités créatrices agissant derrière les choses. Plus jeune, avant cette expérience, il a une sorte de révélation à l'école primaire. Révélation à la fois intellectuelle et non intellectuelle. Vers 4-5 ans, il rencontre le monde de la géométrie et des formes géométriques. Ceci le passionne tellement qu'il écrit « Pendant des semaines, j'eus l'âme remplie de triangles, de carrés, de polygones, ce qui me transportait de joie
était de pouvoir vivre intérieurement dans cette construction de forme contemplée purement par l'esprit, sans apport d'impression sensible. Je sais que c'est à la géométrie que je dois d'avoir connu le bonheur. Essayons de nous interroger sur ces phrases. Pourquoi dit-il que ces formes sont contemplées purement par l'esprit, sans apport d'impression sensible, alors qu'il a vu ces formes dans un ouvrage de géométrie? Pouvoir vivre intérieurement, dit-il. Pouvoir vivre intérieurement signifie qu'il se crée une représentation mentale et une imagination de ce qu'il a vu. Sont contemplées, précise-t-il, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas seulement perçues, vues, mais que le spectateur, qu'est Rudolf Steiner, s'absorbe dans cette observation et dépasse le perçu, déjà à l'âge de l'école primaire. Et enfin, sans apport d'impression sensible, là, effectivement, il s'est tellement imprégné des formes et que les concepts géométriques sont à l'intérieur perçus, l'idée de carré, l'idée de triangle, l'idée de polygone. Toutes les images, là, sont intérieures, non physiques. Pensons que cela se passe à l'âge de 4-5 ans. C'est analysé plus tard, mais néanmoins, c'est vécu à 4-5 ans. Voyons maintenant comment est née l'idée de forme à partir de Goethe. À 18 ans, en 1879, Rudolf Steiner commence à étudier Goethe à l'université auprès d'un professeur de littérature qui va l'aider et l'encourager à poursuivre un chemin autour de cet auteur. À 22 ans, on lui demande, le même professeur lui demande de préparer, d'annoter pour une publication des œuvres scientifiques de Goethe des textes. Et là, Steiner va se pencher sur la méthode et il aura une réflexion sur la forme de la démarche de Goethe. À 27 ans, il fait une conférence pour la Société Goethe intitulée « Goethe, père d'une esthétique nouvelle ». Cet ouvrage est très très intéressant pour nous parce que là, pour la première fois, il aborde à la fois le problème de l'esthétique, mais aussi le problème de l'art et le problème du rôle de l'art. Mais en réalité, qu'a-t-il découvert chez Goethe tout d'abord ? Il a découvert, en fait, le processus d'observation. Il s'est aperçu que Goethe allait vers quelque chose qui, partant de l'observation, devait être intériorisé vers l'idée, vers une représentation. Et ces idées, ces observations, doivent dépasser la forme particulière pour aller jusqu'à une forme fondamentale, particulièrement l'idée de archétype. Il décèle en second le concept de métamorphose, ce qui va être un concept fondamental dans l'orientation du travail artistique anthroposophique, mais aussi, je dirais, dans toutes les démarches anthroposophiques. On pourrait appliquer cela en pédagogie, en médecine, en agriculture, dans tous les domaines, le concept de métamorphose est clé. Mais ce concept, qui est l'idée de percevoir en forme, les formes en mouvement, en transformation, de resituer dans une suite un élément de l'évolution ou un élément d'involution, Aristote avait déjà perçu et pensé la forme et la matière avec les mêmes paramètres de changement et de mouvement. Et Goethe confirme par son travail que ces idées de mouvement et de changement sont fondamentales. Mais comprendre le monde végétal, comme l'a fait Goethe, c'est comprendre en fait toute forme vivante, puisque les processus, je dirais, organiques de progression
ou d'involution dans la plante vont correspondre à des processus d'involution ou d'évolution dans tout organisme vivant. À 36 ans, 36 ans après, en 1924, Steiner va dire « Le Goetheanum », donc le bâtiment qui va être construit à partir de principes particulièrement de métamorphose, le Goetheanum, un édifice né d'une longue pratique de la pensée goethéenne et où l'on a tenté, dans les formes architectoniques et plastiques, de réaliser l'idée de métamorphose. Ensuite, il perçoit, au travers le travail de Goethe, la notion d'une esthétique nouvelle. Je dirais que esthétique est aussi à prendre au sens premier, c'est aussi la science du ressentir, liée à l'esthésie, l'opposé de l'anesthésie. Donc, essayer de comprendre ce qu'est l'esthétique dans la capacité au départ de ressentir quelque chose. La science du beau, je dirais, c'est second par rapport à une démarche de perception empathique et sensible vis-à-vis des phénomènes. Il va dire « Le beau est plus vrai que la nature », écrit-il dans Goethe, père d'une esthétique nouvelle. Aristote, dans sa poétique, soulignait déjà que l'imitation ne doit pas s'arrêter au réel, mais doit poursuivre vers ce qui est possible. Steiner reprendra cette idée en affirmant « À la base des créations de l'art, nous ne trouvons donc pas ce qui est, mais ce qui pourrait être. Non pas le réel, mais le possible. » Par là sont redéfinies, de fait, les missions de l'art et de l'artiste. Ce n'est pas copier, c'est de travailler sur ce qui est possible et aller au-delà du réel. Par là, donc, on voit se manifester, on doit voir se manifester ce qui n'est pas manifesté par la nature, aller au-delà de la nature, élever le sensible dans la forme de l'idée, élever la matière vers l'esprit. Là, on pourrait voir un lien avec la conception platonicienne de la notion de forme. Chez Platon, la forme est antérieure à la matière et réside dans le monde des idées. Donc déjà, il faut bien penser qu'on va au-delà de ce que nous concevons généralement comme forme physique, forme spatiale. Là, on est dans un domaine qui va au-delà du spatial, qui est plutôt du monde des idées. Ces formes, chez Platon, sont aussi appelées idées. Enfin, il découvre chez Goethe une double confirmation. Une confirmation de l'importance du jugement intuitif, et lui-même avait l'intuition, avant les études et le travail sur les archives de Goethe, il dit lui-même, je pensais qu'il y avait quelque chose au niveau de l'intuition et du jugement intuitif. Et en fait, cette intuition, c'est une vision de la pensée. C'est ça qui est propre à l'intuition. C'est une capacité de voir par la pensée. Et c'est comme cela que Goethe a vu la plante primordiale. En travaillant sur de multiples observations de plantes, sur de multiples processus de croissance ou de décroissance de plantes, il se fait une idée synthétique d'une plante primordiale qui est une sorte d'idée de plante. Il y a aussi, à travers l'étude de Goethe, une confirmation de la complémentarité de la perception sensible avec une méthode de rigueur scientifique. Ça, c'est fondamental dans le travail de Goethe. C'est à la fois, on pourrait dire, la sensibilité et l'approche poétique, sensible, artistique du monde des phénomènes, et à la fois une rigueur totalement, une méthode totalement scientifique. Tout cela va contribuer à renforcer chez Steiner son intuition première, qui était justement de poursuivre une recherche en liant ce côté sensible avec ce côté rigoureux scientifique. Steiner distinguera ultérieurement dans son cheminement de vie
différentes étapes fondamentales qui illustrent ce qui s'est passé après l'étude de ce travail. Et il considère qu'il y a une première période dans sa vie qui commence en 1890 et qui se termine en 1907. Il dit « Cette première période a consisté à justifier l'anthroposophie devant la pensée scientifique moderne. » Vont suivre ces efforts pour rédiger et publier 3 ouvrages majeurs pour faire connaître en fait cette démarche philosophique et anthropologique différente. Déjà dans sa thèse de doctorat, Vérité et science, il s'attaque à une analyse du processus de connaissance qui va jusqu'à remettre en cause des éléments de la pensée de Kant. Nous sommes là devant une forme de pensée, plutôt une forme du pensée particulière, car c'est penser sur le penser. Donc c'est chercher comment on pense. 2 ans plus tard, il publie Philosophie de la liberté. Là, la fonction de la pensée intuitive y est décrite comme une base fondamentale de l'individualisme moral et de la liberté individuelle. Il écrit dans la préface « Est-il possible de se former de l'entité humaine, une conception pouvant servir de support à tout ce que l'expérience ou la science apporte à l'homme ?» Se former, ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer des images et avoir des représentations précises sur justement cette entité humaine et aussi l'avenir de l'humanité, par exemple. En 1896, il revient à Goethe et il publie Goethe et sa conception du monde. Là, comme par hasard, le concept de métamorphose y est étudié de façon approfondie. Puis, Rudolf Steiner va traverser, durant cette période, de multiples expériences relationnelles. Il se mêle à beaucoup de mouvements intellectuels, beaucoup de mouvements artistiques et culturels de son époque, même des mouvements politiques et sociaux, et il se confronte en permanence à des modes de pensée souvent différents ou opposés à ce qu'il est lui-même. Une sorte de curiosité de comprendre le monde dans lequel il vit. Il y a un passage assez, quelquefois, délicat à comprendre, néanmoins, pour lui, c'était une opportunité de diffuser et de parler de spiritualité quand il accepte de faire des conférences dans le cercle théosophe de Berlin en 1900. En 1902, il devient secrétaire général de la Société allemande théosophique. En 1904, il va publier un texte sur lequel il faut que nous nous arrêtions, c'est Théosophie. Théosophie, c'est une introduction à la connaissance suprasensible du monde et de l'homme. Ils sont étudiés les différentes formes de l'existence. Alors, il étudie les formes physiques, il décrit ces formes physiques, toutes les formes psychiques, déjà le terme de forme s'ouvre, et les diverses expressions de l'âme, les formes spirituelles, les différents corps, les différents règnes visibles et invisibles, notamment les êtres élémentaires, dont il percevait déjà enfant dans les bois la présence, le monde des âmes après la mort, rappelons-nous l'expérience du phénomène occulte de l'enfance, et enfin et surtout, il fait une description précise du monde et de l'action des archétypes, source des formes physiques et des formes psychiques. Et il écrit ceci. Dans le monde des esprits, l'on trouve en premier lieu les archétypes de tous les objets et de tous les êtres qui sont dans les mondes physiques et psychiques. Et plus loin, car les archétypes sont des entités créatrices. Ce sont les artisans de tout ce qui apparaît dans les mondes physiques et psychiques. Leur forme change rapidement
Et chaque archétype a la possibilité de revêtir d'innombrables formes particulières. D'innombrables formes particulières. Donc une forme archétype, ce sont d'innombrables formes particulières. Celles-ci jaillissent de lui en quelque sorte, et dès que l'une a été engendrée, l'archétype se met à en créer une nouvelle. Il faut garder à l'esprit que ces formes archétypes sont des potentialités, des formes en puissance, et là, on peut voir, pour ceux qui connaissent, le lien avec les esprits de la forme. Ces esprits de la forme, que l'on appelle puissance aussi, dans l'ésotérisme chrétien. Ces formes sont totalement spirituelles. Dire qu'une forme est spirituelle aujourd'hui, c'est s'attirer des questions très sérieuses. Pour moi, c'est là vraiment redonner un éclairage à une valeur fondamentale, au monde des idées mères de Platon. On peut se référer chez Platon au Phédon, au Banquet, ainsi de suite. En 1905 et 1906, face à la vision hindouiste des théosophes, il va, au sein de la Société théosophique allemande, développer une autre vision fondée sur l'ésotérisme chrétien, propre à la civilisation occidentale. Et particulièrement, par exemple, on voit apparaître des conférences sur le rôle du Christ et l'évangile de Saint Jean. Rudolf Steiner affirme qu'à cette date, une première période de justification de type logique et scientifique de sa pensée visionnaire se termine. Il distinguera un deuxième temps, une deuxième période, de 1907 à 1915. En 1907, seconde étape qui commence. Il note, important pour nous, cette deuxième période s'est surtout attachée à cultiver les tendances de l'âme en dirigeant tout cet ensemble, c'est-à-dire la justification de l'anthroposophie devant la pensée scientifique, vers l'art. Tout cet ensemble vers l'art. Donc, une volonté de tendre vers des expressions sous forme perceptible, sensible, visible d'un contenu spirituel. C'est une volonté des formes artistiques et aussi une volonté d'incarner la pratique des arts, ce qui fut fait dès le congrès de Munich en 1907 avec de nombreuses applications, peinture, sculpture, musique, récitation, dramatique. 2 ans plus tard, en parallèle de tous les efforts qu'il va faire pour développer les arts, il publie Sciences de l'occulte. Il y écrit « Il faut que l'homme apprenne à s'élever vers ce qui dépasse les idées et les concepts uniquement appropriés au plan physique. Il s'élèvera tout d'abord vers le monde des imaginations. C'est d'une façon imagée qu'il faut parler de ces choses. Les imaginations, le mot imagination ici n'est pas lié au fantasme, n'est pas lié aux perceptions de rêve. C'est plutôt lié à ce que Cynthia Fleury a étudié dans son ouvrage sur l'imagination et qui approfondit l'approche de l'imagination dans la culture philosophique du Moyen-Orient. L'imagination est totalement liée à une fonction de la pensée. Et si on se penche vraiment sur le processus de la pensée, on sait que ça passe par des images et que ça doit passer par des images. Mais ces images ne sont pas obligatoirement des fantasmes et des rêveries. Ça doit reposer sur des choses du réel. Dans cet ouvrage, les formes passées et futures de la Terre et de l'humanité y sont décrites. Une évolution cosmique et de l'être humain sont présentées aux facultés de représentation et d'imagination de l'homme. Imagination de l'homme.
ces perceptions sont données à Rudolf Steiner par des voies imaginatives, qu'il maîtrise lui-même, inspirées, qu'il maîtrise lui-même, et intuitives, profondes au contact du monde des esprits. Mais voyons un point particulier propre à sa manière de s'exprimer, à la manière d'exprimer sa pensée et son style dans ses écrits. Arrêtons-nous un instant sur cette question du style. Ce style est souvent perçu par les gens qui abordent l'anthroposophie comme ardu, difficile d'accès et le contenu souvent hermétique. Lui-même le qualifie de mobile, d'imagé, mais aussi de mathématique, de morphologique, modelant, sec. Il dit aussi intérieurement formateur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cette manière est une forme d'expression voulue. C'est justement parce qu'il est sec et mathématique qu'il devient intérieurement formateur. Car il faut que le lecteur, dit-il, éveille en soi-même la chaleur et le sentiment que lui-même n'y met pas. Et c'est volontaire. Il faut que le lecteur éveille en soi-même la chaleur et le sentiment. Ce style devient une forme, une force dynamisante de l'esprit. Les styles et le style qu'il va insuffler au travers des différentes orientations de pratique artistique seront de la même substance, c'est-à-dire qu'en fait, il faudra que l'acteur ou le spectateur soit actif dans le processus de perception de quelque chose d'artistique ou dans le processus de création lui-même. En fait, tout n'est pas donné. Il y a un travail à faire en soi pour aller, je dirais, même au-delà de ce qui est perçu et percevoir ce qu'il y a derrière. Cette deuxième période, commencée en 1907, va voir la création de nouveaux arts, particulièrement l'eurythmie. Et l'eurythmie est particulièrement aussi un art de la forme, un art qui va travailler les formes éthériques des sons et de la parole. Les forces de vie dans les sons et la parole. Et les mouvements vont sculpter l'air. Sculpter l'air. L'apport artistique de Steiner ira jusqu'à donner des dessins, des formes évolutives ou des formes types, des gestes pour chaque son ou chaque geste de l'eurythmie. Des sortes de guides sur le plan plastique et graphique. En 1913, après la rupture avec la société théosophique, il y aura la constitution de la société anthroposophique et la pose de la pierre de fondation du premier Goetheanum à Dornach en Suisse. Cette pierre ne sera pas une pierre. Cette pierre va avoir la forme de deux dodécaèdres qui vont être soudés ensemble, qui sont en cuivre, et qui vont en fait représenter, symboliser, même si ce terme n'est jamais utilisé par Steiner, représenter, imager les deux coupoles du premier Goetheanum. Arrêtons-nous sur cette forme du dodécaèdre. C'est une forme particulière. Il est composé, le dodécaèdre, de 12 faces pentagonales, donc, et sachant que le pentagone est lié au pentagramme. Le pentagramme est la forme qui, je dirais, enveloppe et qui symbolise le corps humain. Il y a 12 faces qui sont soudées, et dans ces 12 faces, il y a 12 images humaines. « 12 pentagrammes humains qui se tiennent la main dans un dodécaèdre, mais il y en a deux, un petit, un grand. Dans la tradition pythagoricienne, le dodécaèdre n'est pas seulement l'image du cosmos, il en est le nombre,
la formule, l'idée. Ça, c'est tiré du dictionnaire des symboles. Cette pierre de fondation sera positionnée juste au-dessous de où va se trouver la chair future de celui qui va en fait être l'orateur au sein du Goetheanum. En dessus, il y aura la chair de l'orateur. En 1914 aura lieu l'inauguration du premier Goetheanum, dont la construction au départ était prévue à Munich sous la simple forme d'un monticule gazonné, dit Steiner. Il prévoyait à Munich un monticule gazonné pour qu'il qu'il ne déflore pas trop l'ambiance architecturale de la ville, pour que ça passe, on pourrait dire. Un monticule gazonné, je trouve que la forme est intéressante parce que le monticule gazonné, on le retrouve, et lui-même dit que ce monticule peut être un tertre. Ceci fait image. Et on trouve là une référence architecturale comme celle du tumulus celtique. Et d'autre part, il y a aussi ce souci du lien organique avec la terre. Déjà, d'enfouir ça dans la terre, c'est vraiment créer un ancrage, un enracinement terrestre. Mais quand on parle du tumulus et quand on parle d'un tertre, c'est vraiment encore plus une image liée à la terre. Ce n'est pas lié à la terre par hasard. C'est lié à la terre parce que la terre est un être vivant. Ce n'est pas simplement quelque chose de physique. Il y a un lien organique avec la terre. Ce lien organique qui qualifiera plus tard une architecture vivante, s'inspirant de la forme des organismes vivants. On pourrait repérer dans le plan du premier Goetheanum, je ne vais pas faire l'image, mais vous pourrez vous y reporter, dans le plan du premier Goetheanum, on pourrait voir l'image métamorphosée des formes de trilobites de l'ère primaire. C'est très intéressant de voir que ces êtres, je dirais, anciens, très anciens, de l'ère primaire, sont des sortes d'archétypes de structures formelles qui peuvent donner lieu à des recherches architecturales. Comme si l'on allait chercher des sources premières dans les lois de la nature, mais plutôt comme si les lois de la nature parlaient à celui qui cherche. Parce que Steiner n'a pas copié le trilobite de l'ère primaire. Par contre, il est à l'écoute d'une manière forte de ce qui vit dans les phénomènes et dans les formes. Et de plus, il perçoit ce qu'il y a derrière ces formes. Le Goetheanum sera le lieu de concrétisation et d'application de tous les arts inspirés par Steiner. On pourrait le nommer une sorte de forme synthèse. Forme synthèse, ça me fait penser un peu aux formes archétypes. Nous ajouterons à ces deux périodes décrites par Steiner une troisième, que lui n'a pas notée. Cette troisième période, elle part de 1915 et va jusqu'à sa mort, en 1925. On pourrait la nommer une période d'éclosion. La construction du Goetheanum durera, même si l'inauguration a été faite en 1914, durera jusqu'en 1920. La construction du premier Goetheanum en bois terminera par un incendie en 1922. Et Steiner, après cet incendie, dit « on reconstruira ». Quand on voit toute l'énergie qui a été dépensée, tout le temps, toutes les fonctions humaines et les volontés humaines qui ont été rassemblées pour construire le premier Goetheanum, avec les sculptures, avec les vitraux, avec l'architecture, avec les colonnes, les architraves, c'est inimaginable ce qui a été conçu. Et
on peut se mettre à la place de Steiner qui voit brûler tout ça. Et il dit, on reconstruira. Mais qu'est-ce qui s'incarne dans ces Goetheanum? Parce que le deuxième va se construire, il ne pourra pas suivre la construction, mais il donne des schémas ou des sortes de formes types pour la construction. Il y a tout d'abord, en fait, dans ces deux architectures, une architectonique organique. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas que penser les formes, on essaie de les sentir et de faire vivre quelque chose qui va se transformer suivant le lieu où on est et suivant les séries qui vont se suivre, par exemple dans les colonnes, dans les architraves, dans les tympans, dans les fenêtres, ainsi de suite. Il va y avoir des transformations, des évolutions. Il y a la sculpture qui s'incarne dans ces Goetheanum, une plastique particulière qui va reposer sur le thème de la métamorphose, et les motifs seront souvent liés à des métamorphoses. Il y a la peinture et la couleur qui vont se manifester dans les peintures de coupole à l'intérieur, mais aussi dans les vitraux. Il y a le design. Le design va jusque dans les formes du mobilier, des escaliers, des radiateurs, jusque dans les poignées de porte. Les poignées de porte sont sculptées. Si Marie-Madeleine Davy, grande historienne du Moyen-Âge, pouvait parler, elle dirait, en face de tout ce travail, elle utiliserait le mot d'humaniser la matière, parce que c'est ce qu'elle dit quand elle analyse ce que les sculpteurs du Moyen-Âge faisaient sur les chapiteaux, par exemple, ou dans les frises. La matière était humanisée. Et même si cela ne se voyait pas, c'est-à-dire il y a des chapiteaux qui sont cachés, par exemple, ou des parties de chapiteaux qui sont occultées, eh bien on trouve dans les églises romanes souvent des parties qui ne sont pas montrées et qui sont même invisibles, mais ça a été humanisé. C'est-à-dire que le travail de la matière, le travail de la pierre élève la matière. Il va y avoir une incarnation dans ces espaces de Goetheanum de tout ce qui est l'art dramatique, avec la mise en scène de fausses, des drames mystères, mais aussi tout ce qui va être la danse et le rythmie, avec le rythmie. Tout cela va s'y épanouir. L'art de la parole. Le lieu, enfin, va devenir une université, un lieu de formation. Là aussi, on retrouve des formes, parce que la formation, c'est lié à des formes d'enseignement, c'est lié à des formes de pensée, c'est lié à des orientations sociales particulières. En fait, c'est une ruche où bouillonnent les recherches diverses qui vont des plus théoriques aux plus pratiques. Et Steiner précisait toujours à la question, quand on lui demandait « À quoi reconnaît-on un initié ?» il répondait « À son esprit pratique ». Très intéressant. Mais quelle est l'origine d'une telle créativité et d'une telle inventivité? Car tous les apports les apports plastiques de Steiner sont singuliers. L'énigme se résout lorsqu'on écoute Rudolf Steiner. Il dit, en parlant de l'architecture du premier Goetheanum, toute cette production de formes a découlé naturellement du principe de la métamorphose. Goethe a le premier reconnu que la métamorphose permet à la pensée d'atteindre une vision de l'organique. En fait, la vision de l'organique ou la perception de l'organique, c'est aussi voir des motifs qui se transforment. On voit par exemple dans les architraves, je ne sais pas si tout le monde va le voir, on voit par exemple dans les architraves, dans le premier Goetheanum, ce genre de forme qui peut devenir progressivement ceci, qui va devenir ceci aussi,
premier Goetheanum. Et là, on arrive au deuxième Goetheanum, à cette forme première. C'est une forme qui a été donnée par Steiner avant de mourir, sur laquelle il fallait travailler. Et on s'aperçoit, quand on met ensemble toutes ces formes, qu'il y a un lien. On pourrait faire toute une suite de transformations progressives, et on s'aperçoit que des courbes se transforment en angles. Mais les courbes ne sont pas mises n'importe comment. C'est-à-dire que quand on fait une courbe quand on fait des angles comme ceci, on est exactement comme quand on trace un cercle en faisant des tangentes. C'est-à-dire que la notion de courbe va être induite par des successions de droites. Et quand on étudie le profil du deuxième Goetheanum, on s'aperçoit que c'est comme ça, mais les droites se succèdent de telle manière que de fait, ça crée des courbes. On peut s'apercevoir, par exemple, ici, il y a une courbe avec une autre courbe, courbe et contre-courbe, un point crucial dont Steiner parle dans l'approche de la plastique. Il dit que la courbe et la contre-courbe créent l'espace. C'est intéressant parce que dans les mouvements de l'eau, on voit ces choses-là. Courbe, contre-courbe, contre-courbe, même dans les formes végétales. Là, on a courbe et contre-courbe. Mais il y a aussi des angles. Le dessin ne traduit pas la réalité, parce que quand c'est sculpté en 3D, les courbes progressivement passent dans les droites, et les droites passent progressivement dans les courbes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Ça veut dire que il y a quelque chose de vécu organique. Par exemple, ici, on peut avoir une courbe, alors que là, ça devient un angle. Mais quand c'est travaillé dans la pierre ou dans le bois, ces choses-là s'imbriquent l'une dans l'autre et il n'y a pas d'hiatus. Il dit lui-même, en modelant ces formes, en parlant des colonnes, des chapiteaux, des architraves, je n'ai pas eu en tête l'idée abstraite. J'y suis parvenu en me livrant aux forces créatrices de la nature. Et j'ai tenté de me servir de ces forces comme la nature le fait. Il en est résulté ces formes. Et plus loin, on n'a pas été seul à créer. Les forces productives du cosmos s'en sont mêlées. Bon, on dirait ça aujourd'hui dans une université, on se fait mettre à l'asile. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'université, on a certaines hypothèses de travail. On peut en avoir d'autres. L'important, c'est de comparer les hypothèses, ce n'est pas de les rejeter. Quand il dit cela, on n'a pas été seul à créer, les forces productives du cosmos s'en sont mêlées. Il y a des formes et des forces productives que l'on peut trouver dans la nature et qui sont très simples. Par exemple, quand on observe des formes comme ceci dans la nature, on s'aperçoit que ce sont des formes qui sont souvent liées à des forces centrifuges, notamment dans l'organique, dans les cellules, dans des formes végétales, dans tout ce qui est vivant d'une manière organique, vous avez ce genre de processus de croissance. Et on a aussi des formes qui peuvent être comme ceci, alors que là, on est sur un processus plus lié au, un processus lié au liquide, à la circulation. Là, on est dans le sens inverse. On a quelque chose qui vient de l'extérieur. Et on trouve, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des formes végétales qui réunissent les deux. Notamment,
le cactus. On a quelque chose qui est lié à l'eau ici, et on a quelque chose qui est lié à la lumière, à la force de la lumière, qui sculpte la forme à l'extérieur, dans les épines. Eh bien, ces formes-là, la courbe et l'angle, on les a vus tout à l'heure dans les architraves. C'est-à-dire que ce sont des formes organiques, elles ne sont pas gratuites, elles sont utilisées, et souvent elles sont utilisées à bon escient, pour traduire et, on pourrait dire, insuffler un esprit particulier lié au vivant liquide ou au contraire à la force de la lumière qui vient travailler la matière. Le travail de la matière par la lumière, c'est par exemple, on peut penser aux os avec la fixation du calcium, quelque chose qui va se durcir par la lumière. Alors que l'os, il peut croître comme ceci, il peut aussi avoir quelque chose qui va rigidifier par la lumière. S'il n'y a pas assez de lumière, les os ne vont pas se durcir. Il n'y a pas que ce processus, un processus minéralisant aussi, mais disons que, en gros, la lumière sculpte la forme et peut saisir la forme dans sa rigidité, alors que l'eau et tout ce qui est liquide, va créer des croissances et des évolutions centrifuges. Quand il dit production de forme, ce n'est pas à entendre comme on entend produire des formes dans le sens industriel. Il produit des formes, mais en fait, produire, on peut le prendre au sens premier. Produire, c'est mener en avant. Mener en avant, c'est comme produire un fruit pour un arbre. Il mène en avant ce qu'il a préparé, produit. Et la vision de l'organique, quand il dit il y a une vision de l'organique, on peut penser là qu'il y a cette complémentarité des phénomènes naturels avec cette vision intérieure de croissance et de transformation qu'il a appris aussi chez Goethe. Quand il note « me livrant aux forces créatrices de la nature, les forces productives du cosmos », me livrant aux forces créatrices de la nature, il est d'une humilité incroyable. Et quand il dit aussi qu'il n'est pas seul, il n'est pas seul à créer, c'est quelque chose d'autre qui a créé aussi avec lui, c'est encore plus humble face au don du monde spirituel et ce don qui demandait, et il le souligne souvent, beaucoup de patience et beaucoup de maîtrise de soi pour laisser mûrir à l'intérieur justement ce fruit à produire. C'était la même difficulté pour lui avant d'écrire ses ouvrages sur sciences de l'occulte ou sur théosophie. Il attendait le moment où c'était mûr, mais ça prenait des années et des années avant de mettre en mots et en images parce que ce n'était pas clair. Il recevait des choses, mais ces choses devaient se décanter progressivement pour se mettre en forme. À partir de 1918, il y a en fait une morphogénèse sociale, on pourrait appeler ça comme cela, une morphogénèse sociale qui va éclore. Beaucoup de formes sociales vont naître, et ces formes sociales sont souvent dues à des demandes extérieures, particulièrement après la destruction de structures sociales en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Certains hommes d'État vont demander à Steiner conseil, qu'est-ce qu'on peut faire pour restructurer la société, pour relancer l'économie, pour relancer la culture, ainsi de suite. De là va naître le mouvement pour la tripartition sociale. Une deuxième orientation très riche d'enseignement va naître en 1919, là encore sur une demande extérieure d'un industriel qui vient le voir et qui lui dit « J'aimerais faire une école pour mes ouvriers,
et les gens qui travaillent à l'usine, pour les enfants. Et il va fonder une pédagogie totalement révolutionnaire, mais qu'il avait déjà expérimenté quand il était étudiant, parce que quand on étudie bien la vie de Steiner, on s'aperçoit qu'il a été répétiteur et éducateur d'un enfant dit anormal, et qu'il avait éduqué pendant de nombreuses années. Cet enfant dit anormal, qui avait été mis de côté en fait, du système scolaire, est devenu, je pense, médecin. Je crois que c'est ça. Et de fait, c'est avec le travail pédagogique de Steiner, il s'est aperçu très vite, par exemple, qu'il fallait qu'il prépare beaucoup de choses pour le donner en peu de temps pour cet élève, parce qu'il n'avait pas suffisamment de concentration ou de force intellectuelle pour avoir une pédagogie comme celle qu'on pouvait appliquer auprès des autres. Il va écrire, mais en fait, ce n'est pas écrire, c'est dire, parce que ces cours vont être oraux. Il va écrire « Cours sur la nature humaine ». C'est publié sous le titre « Nature humaine », je crois. Et dans ces cours, il va former progressivement tous les enseignants avec une vision d'une anthropologie radicalement différente, complémentaire de ce qu'on peut connaître de l'enfant et de l'homme en général. Dans cette pédagogie, le travail des formes est central. On peut y trouver les illustrations des leçons, on peut y trouver le modelage, la sculpture, la peinture, le dessin de forme, l'image des lettres qui sont, je dirais, représentées progressivement comme quelque chose d'abstrait, mais à partir de choses concrètes. Le rythme aussi. Il est intéressant de s'arrêter dans ce cours. Il y a une image qui m'a frappé à partir de la lecture de ce cours. C'est quand Steiner parle de la tête spirituelle qui est rattachée aux membres. On ne va pas développer ici, mais c'est simplement pour comprendre ce qui peut être évoqué quand il parle de tête spirituelle rattachée aux membres. Il ne donne pas de dessin, hein. Mais ça fait vraiment penser au bonhomme tétard. Et en fait, l'enfant, il ne dessine pas quelque chose, je dirais, de non réaliste. Il dessine en fait une connaissance innée de ce qu'est l'être humain in utero. Le bonhomme tétard, qui va évoluer progressivement vers une représentation réaliste de l'être humain, ça c'est mon interprétation personnelle, hein. Et je pense que c'est une lecture qui est tellement riche dans ces cours sur la nature humaine qu'on peut faire feu de tout bois et avancer sur des compréhensions de choses qui passent comme ça. Et ça m'est apparu une réalité absolument profonde, que le bonhomme tétard n'est pas un manque de capacité à dessiner d'une manière réaliste. Ce n'est pas simplement ça. C'est qu'il y a là une image fondamentale de l'être humain, quoi. Il faudrait se reporter au texte dans Nature humaine parce qu'il le développe. Il ne parle pas du bonhomme tétard, hein. Il parle de la tête spirituelle. À partir de 1920, les cours seront donnés presque exclusivement au sein de l'Université de sciences de l'esprit, qui est le siège du Goetheanum. Ces cours-conférences ou cours pratiques vont être donnés à beaucoup de professionnels, des professionnels les plus divers, souvent proposés à partir de demandes ou de questions. Par exemple, des cours aux médecins qui sont venus le voir, des cours aux scientifiques, aux artistes, aux théologiens, des cours d'économie politique et sociale. Et à chaque fois, il y a, je dirais, la
proche, avec une forme particulière d'appréhension des idées et des concepts. Il y a enfin le cours aux agriculteurs, qui n'a pas été donné au Goetheanum, qui a été donné à l'époque à l'extérieur, en Silésie allemande. C'est devenu la base de l'agriculture en biodynamie. Ces cours dévoilent de nouvelles orientations, avec des buts différents, des hypothèses différentes, un état d'esprit nouveau, des modalités différentes, tout cela reposant toujours sur des demandes, des besoins individuels, mais aussi sociaux. En considérant toutes ces voies de formation humaine et d'alternatives sociales, parce qu'il y en aurait encore d'autres, il y a des choses que nous pourrions étudier particulièrement. Nous prendrons certains caractères, des caractères que j'appellerais des caractères outils de perception. Une perception, on pourrait dire, proposée par Steiner comme active et imaginative. Dans une conférence du 5 juillet 1914, en Suisse, à Dornach, il expose ce qu'il conçoit et aussi ce qu'il a perçu comme la source de l'expression artistique. Il dit, sur le mouvement, en parlant de l'homme, à l'origine, toute impulsion artistique venait du fond même de son être et s'exprimait spontanément par le mouvement. Par la suite, il devait transposer ce mouvement en une forme. Il sentait l'onde monter en lui et l'emplir d'ardeur, de mouvement, de vie. Cela prenait son corps pour organe d'expression. Il ne faut pas oublier que être ému, c'est être en mouvement intérieur. Gardons ça à l'esprit. On a souvent des émotions, et les émotions sont liées à des mouvements. Cela peut sans doute nous étonner quand il dit que le mouvement est à la base de l'expression artistique, mais il suffit de se pencher sur les recherches en ethnologie et en anthropologie pour être convaincu du bien fondé et de la justesse de ses propos. Les sociétés premières, par exemple, aborigènes ou autochtones qui ont conservé leur tradition, expriment par leur danse et leur chant cette impulsion archaïque du mouvement. Plus encore, quand on regarde certaines peintures, notamment à Lascaux, quand on regarde certaines peintures, on ne s'imagine pas ce que cela représente comme appréhension du mouvement et comme, je dirais, qualité d'appréhension du mouvement. Parce que ça fait 30 cm. En réalité, ça fait 1,70 m sur une paroi rocheuse. 1,70 m, c'est à peu près la largeur qui fait ça. Vous imaginez un auroch peint sur une paroi rocheuse d'1,70 m, une paroi irrégulière, et qui arrive à traduire avec justesse ce mouvement. Il faut vraiment être dedans. Ce n'est pas un mouvement pensé, c'est un mouvement qui est perçu, comme il le décrit, avec une force intérieure, une impulsion intérieure qui va porter la personne à exprimer le mouvement, là en l'occurrence en image, mais on va voir après que ça peut se faire sans image réaliste. Là, on est aux alentours de 17 000 ans. Mais on va voir, je n'ai pas de reproduction, mais vous pourriez vous y reporter, on va voir avec la grotte Kosker, on va voir des images où il y a beaucoup de mouvements, une multiplicité d'animaux, 33 000 ans. On a encore un autre exemple, sans représentation réaliste. Le tumulus de Gavrinis. On revient au tumulus. Le tumulus de Gavrinis, cette pierre, c'est des pierres porteuses latérales.
à l'intérieur du tumulus, et cette partie est enfouie. Il y a certaines pierres où les sculptures continuent dans la terre. Ça, c'est gravé dans du granit, sans outils modernes. Faire ceci sur des pierres qui font plusieurs tonnes, quelquefois des dizaines de tonnes, avec un silex, dans du granit. Là, les anthropologues parlent de la matrice mère à partir de laquelle les forces de vie se développent. Mais on peut y voir simplement aussi ces mouvements qui sont captés et qui traduisent vraiment une effervescence on pourrait dire, d'ondes. Et ces ondes, quand on est à l'intérieur, vous imprègnent. Vous êtes pris dans ces mouvements. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur, on n'a pas beaucoup de recul, il n'y a pas beaucoup de lumière non plus, mais ne serait-ce qu'à toucher cela, quand on sait que c'est des reliefs et que c'est dans du granit, c'est quelque chose, quoi. Donc là, on est dans des formes qui sont des illustrations de ce qu'il dit quand on sentait l'onde monter, l'homme sentait l'onde monter en lui et l'emplir d'ardeur, de mouvement, de vie. Cela prenait son corps pour organe d'expression. On a encore ce genre d'appréhension à l'époque pré-romane. L'époque pré-romane, mérovingienne ou carolingienne, est très intéressante parce qu'on est dans une sorte d'art roman archaïque où on voit par exemple des motifs. Motifs, c'est intéressant, motif, c'est lié au mouvement aussi. Vous êtes motivé. Et le motif, il est purement mouvement. C'est une sorte d'entrelac, mais qui n'est pas du tout symétrique. L'image n'est pas historiée, ça ne raconte pas une histoire, il n'y a pas de réalisme. Mais ce qui est important, c'est le mouvement dans la corbeille du chapiteau. On pourrait dire aussi, là je vais le dessiner, je ne vais pas montrer d'image, c'est intéressant de dessiner pour vivre le mouvement. Il y a d'autres chapiteaux qui sont comme ceci. J'ai vu une fois dans une crypte en Espagne ce genre de choses dans une sculpture pré-romane. Il n'y avait rien. C'était des sortes de griffures. Alors là, on est vraiment dans un élément où on a l'impression... Alors pourquoi il n'y avait rien d'autre ailleurs? Pourquoi dans le chapiteau on voit apparaître ça? Mais parce que dans le chapiteau, il y a quelque chose qui vient d'en haut et il y a quelque chose qui vient d'en bas. Et cette partie-là s'appelle la corbeille. Et dans une corbeille, généralement, une corbeille, c'est fait pour y mettre quelque chose. Dans la corbeille, il y a le ciel et toutes les voûtes qui récoltent les forces du ciel et les colonnes qui récoltent les forces de la terre. Et on sentait qu'à ce moment-là, qu'à ce lieu-là, il y a quelque chose qui devait prendre forme. On le ressentait, on ne le pensait pas, on le ressentait. Et donc on faisait des sortes d'ornières, une sorte d'ornement, une sorte de griffure, une trace qui véhicule cette impulsion, cette pulsion de mouvement. Mais ce mouvement, on s'aperçoit que c'est la vie, quoi. C'est la vie qui se traduit par le mouvement. On oublie ça, c'est que toute forme organique, toute vie organique, le premier élément d'expression, c'est le mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, c'est mort.
Donc là, on est dans des principes de vie. Dès qu'on fait une trace qui traduit le mouvement, on induit la vie. Ça fait vraiment penser aussi au gribouillage des enfants. Là aussi, mais il ne s'est pas dessiné ce drôle. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il traduit autre chose. Il traduit quelque chose qui est beaucoup plus fondamental que le bonhomme réaliste qu'il va dessiner plus tard. Que fait Rudolf Steiner en 1919 quand il fonde la première école Waldorf? Il institue 2 matières, on pourrait dire, il programme 2 matières qui particulièrement vont exprimer le mouvement. Le rythmie et le dessin de forme. Dans le dessin de forme, en particulier, on va s'apercevoir que ce qui est véhiculé, ce qui doit s'exprimer, c'est surtout du mouvement, du geste souple qui traduit du mouvement. Voilà. Mais ça peut aller d'une manière beaucoup plus compliquée, et ça peut même se développer. Et quand on dessine ça sur une grande feuille, si on le fait pas sur un A4, mais sur une feuille qui est grande comme ceci, par exemple, il faut que le corps vive le mouvement. Et il faut maîtriser la souplesse du geste qui coule, sans rupture. Pour ceci, il faut, je dirais, s'expérimenter. C'est comme pour jouer d'un instrument. Il faut répéter, et lâcher la crispation du poignet, du bras, de l'épaule, ainsi de suite. Steiner a donné des paroles pour ceux qui dessinent les formes. Il a dit « Je pense en voulant, je flue dans la forme, je forme dans le flux, je veux le concept. Je pense en voulant. » Je pense en voulant. Je flue dans la forme. Je forme dans le flux. Je veux le concept. C'est très intéressant. Et plus on réfléchit et plus on médite sur ces paroles, en faisant, mais aussi en regardant les formes que l'on fait, il est intéressant de s'arrêter sur le sens. Je pense en voulant. Qu'est-ce que ça veut dire, je pense en voulant? Vous allez me dire, on ne peut pas penser quand on fait quelque chose. Mais en fait, on sait que pour penser profondément, il faut vouloir. Si on ne veut pas, ben les idées passent, défilent, mais on ne s'arrête pas à quelque chose. Donc il y a quelque chose qui est lié au lien entre penser et vouloir. En pédagogie particulièrement, et comme par hasard dans la pédagogie Steiner ou Waldorf, il y a beaucoup de travail manuel. Il y a beaucoup de choses qui passent par le corps et par le vouloir. Le rythmie, par exemple, aussi. Et en fait, en passant par le corps, particulièrement pour les enfants jeunes, en passant par la volonté, vous pouvez éduquer la pensée. En passant par la volonté avec du rythme, vous pouvez éduquer la volonté. Par exemple, la musique, mais la danse. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui est étroitement lié entre penser et vouloir. La deuxième phrase, je flue dans la forme. Je flue dans la forme. Comme dans l'eau. Il faut flotter et laisser flotter. Et à ce moment, la forme n'est pas, on dirait,
ceci, simplement ceci. C'est l'ensemble qui devient forme. Je forme dans le flux. Je forme dans le flux. Là, eh bien, on s'attache à la fonction de créer la forme. Mais dans le flux, j'essaie de couler le geste. Et je veux le concept. Je veux le concept. Donc là, on inverse. C'est la volonté qui est première, la pensée est le résultat. Ce que je disais tout à l'heure. Et la cinquième parole, c'est « j'apporte ordre au chaos ». J'apporte ordre au chaos. Ce qui est intéressant, c'est que la répétition de formes, par exemple quand on dessine des formes compliquées, il n'est pas facile toujours de trouver la juste forme pure. Si on repasse, vous pourrez faire l'expérience si vous faites sur une feuille, on peut le faire avec un cercle aussi. J'ai fait dessiner des étudiants, il fallait qu'ils dessinent des grands cercles comme ça, parfaits. Les gens vous regardent et disent, c'est pas possible. Mais si, on peut faire des cercles parfaits. On repasse, on tourne la feuille. Et dès qu'on tourne la feuille, on voit les erreurs. Et on se tourne la feuille, encore une erreur. Et on tourne, et on corrige, et on corrige, et on corrige. Et à la fin, vous avez un cercle parfait. C'est la même chose avec le modelage, avec des polygones, par exemple. On arrive à faire des cubes parfaits, des tétraèdres parfaits, à condition de repasser, de recommencer, de recommencer. Et là, par exemple, une forme imparfaite comme ceci, si vous la repassez, elle va devenir pure. Ça va devenir une sorte de calligraphie. Mais il faut peut-être repasser. Là, c'est une forme simple. Mais si c'était un cercle, par exemple, c'est beaucoup plus difficile. On peut travailler. Là, on est dans « j'apporte ordre au chaos », parce qu'au départ, c'est chaotique, c'est difforme, c'est informe, c'est bossu. Mais petit à petit, ça va devenir harmonieux. Il y a un autre caractère outil chez Steiner que l'on trouve et qui interpelle. C'est l'idée de forme en creux. L'idée de forme en creux. Pensons à l'origine du mot forme. C'est très intéressant quelquefois de chercher l'origine d'un mot. Eh bien, c'est étroitement lié au fromage. En France, on devrait savoir, avec toutes les sortes de fromages que nous avons, ce qu'est une forme. Eh bien, la forme, c'était le moule à fromage. Et il y a encore des régions où on dit, dans ma région par exemple, on dit le formage. On dit le format en charentais. On avale le format. Bon. Eh bien, le formage, c'est le résultat de la forme du moule à fromage. Très intéressant, parce que pour Steiner, le creux représente quelque chose d'actif, une certaine force formatrice. Il dit « La coque de noix est modelée par les forces qui, à l'intérieur, modèlent la chair de la noix. De même, cette coque visible, qu'est l'architecture des deux dômes du premier Goetheanum, donc on s'imagine les deux dômes, s'adapte nécessairement à l'impulsion qu'il y a à l'intérieur donnée par l'art et la connaissance. L'art et la connaissance. On va retrouver ça tout à l'heure.
Par ailleurs, il décrit l'architecture extérieure du premier Goetheanum comme issue d'un moule à gâteau. Intéressant. Et donc, il dit en fait, ce moule, mais le moule, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas simplement une chose physique, comme pour le moule à fromage. C'est quelque chose qui vient du monde extérieur, qui vient des forces formatrices qu'on a abordées un petit peu, ces forces naturelles. Ça peut être les forces de l'air, les forces de la lumière, les forces des éléments, les forces des êtres élémentaires, les forces du monde spirituel ou cosmique, ainsi de suite. Et ça vient former quelque chose. Et l'image qu'on pourrait avoir, que je trouve très très parlante, c'est l'image d'un potier qui est en train de faire un pot. Parce qu'il va mettre à la fois la main à l'intérieur et il va mettre à la fois les mains à l'extérieur et il va modeler un vide, un creux. Mais ce creux, il est actif parce qu'il va être un récipient. Ce qu'on oublie, c'est que l'extérieur est aussi un récipient. Parce qu'il est récipient au sens de recevoir. Parce que l'extérieur du pot, il reçoit tous les gestes de lissage, de modelage, d'empreinte que fait la main ou que font les mains du potier. Cette image du potier, elle n'est pas neutre parce qu'on retrouve cette image du potier dans beaucoup de cosmogonies, de création du monde. Le potier démiurge, qui crée le monde. Très, très, très fort comme image. Mais il crée le monde avec les éléments. Particulièrement la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc le potier, il est vraiment le démiurge qui crée le monde et qui transforme la matière en forme. Je pense que cette image du potier, Steiner ne parle pas de cette image, il parle surtout de ce monde creux qui est à la fois moule et contre-moule. Moule à gâteau, dit-il. Il va encore plus loin. Et là, je dirais, il entre dans des sphères très particulières. Le deuxième caractère du creux, pour lui, c'est le creux dans le monde spirituel. Et là, pour le voir, il faut percevoir ce qu'il y a dans le monde des esprits. Pour décrire certains aspects du monde spirituel, il utilise aussi la notion de creux. Il dit, dans le chapitre Pays des esprits dans Sciences de l'occulte, voilà ce qu'il dit. La nature spirituelle de ce que sont les formes physiques sur Terre devient visible. Et ce qui se révèle, c'est l'opposé de ce qui se voit sur Terre. L'opposé. L'espace qui est occupé par la masse minérale apparaît au regard spirituel comme une sorte de creux, tandis qu'on voit tout autour la force qui lui donne forme. Les couleurs sont complémentaires, le rouge et vert. Les autres qualités des objets, dit-il, apparaissent également sous l'aspect opposé au leur. C'est récent de voir ça. Je reprends l'image de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une forme circulaire apparaît comme en creux, un vide. Un volume paraît vide. Par contre, tout le monde extérieur agit pour travailler cette forme qui était pleine au départ, mais aussi ce vide. Ce vide,
est active. Je dirais qu'à la limite, on pourrait voir un contre-vide actif à l'intérieur aussi. Un troisième caractère outil, c'est encore plus proche du travail de Steiner, l'idée de périphérie dans les œuvres même de Rudolf Steiner. L'idée de périphérie. Comme une plante absorbe par la périphérie des forces et des substances terrestres, mais aussi des substances cosmiques, la Lune, le Soleil, les étoiles, les êtres, les atmosphères créées par Rudolf Steiner en dessinant, en modelant ou en peignant sont presque toujours élaborés à partir de la périphérie pour aller vers l'intérieur. Il est nécessaire pour cela de se pencher, de s'arrêter sur certaines. Par exemple, voilà un dessin agrandi de Rudolf Steiner. Ah, merci beaucoup. Un dessin agrandi. Je schématise ce qui se passe. C'est vraiment schématisé. C'est pour faire comprendre comment il travaille. C'est le thème d'Athéna Apollon qui va être peint sur une des coupoles du premier Goetheanum. Athéna Apollon. Athéna, la sagesse, la connaissance, Apollon, l'art. Tout à l'heure, on a vu le lien avec la connaissance et l'art qui devaient vivre à l'intérieur du Goetheanum. Eh bien, cette image n'est pas neutre. C'est à la fois une image génératrice d'énergie qui vont, sur les coupoles, créer à la fois et recevoir la connaissance et l'art. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est travaillé par l'extérieur. Et ceci est une résultante. J'ai même fait les yeux beaucoup trop voyants. C'est une résultante. Les choses viennent de l'extérieur comme s'ils percevaient. Il y a à peu près une quinzaine d'esquisses et de dessins pour arriver à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sent quelque chose, il vibre avec quelque chose qu'il perçoit, mais ce n'est pas encore formalisé et ce n'est pas encore incarné. Et petit à petit, il refait les esquisses, et petit à petit germe la forme, germe le personnage. On va retrouver cette même, encore plus fort, dans le thème d'Ahriman, quand il va faire les esquisses pour la sculpture du représentant de l'humanité. Il va chercher la forme de la position d'Ahriman, qui reçoit les forces du Christ et qui est couché. Et voilà comment il travaille. On a des ancrages spatiaux, des choses qui viennent de l'extérieur, et puis on voit une tête qui apparaît. Mais de fait, dans les dessins, il n'y a rien qui est réaliste au départ. Tout est fait de ces sensations qu'il décrivait dans la perception du mouvement, où les choses viennent de l'extérieur, viennent de l'intérieur aussi du corps qui perçoit ça, et qui progressivement fait une forme. On retrouve la même, je n'ai pas apporté, mais on pourrait le montrer, la même démarche dans les esquisses pour les peintres qu'il a données sur les couchers ou les levées de soleil et de lune. En gros, c'est des choses qui approchent comme ça. Travailler de l'extérieur. Mais c'est suggéré. C'est pas
le soleil sur la mer qui se couche. C'est pas ça. C'est une approche périphérique très subtile, à l'écoute. Et là, c'est avec des aplats de couleurs, ce n'est pas avec des lignes. On pourrait montrer quelques... Je devrais avoir quelque chose pour m'essuyer les mains parce que je vais tâcher les reproductions. Voilà une aquarelle de Steiner, 1924. Comment les voiles de couleurs sont amenés progressivement de l'extérieur, qui vont en fait modeler la mère à l'enfant. Comment les choses sont issues du mouvement. C'est pas avant je fais la tête et l'enfant, non. C'est dans un ensemble mouvant que la chose va germer. C'est la même chose dans les trois croix. Ces mouvements de couleurs qui se superposent, mis à part les croix qui sont, on pourrait dire, légèrement dessinées, tout le reste est modelé. On voit les corps ici sont modelés dans la masse de la couleur. Voilà une affiche pour le rythmie, par exemple. Il faisait aussi des affiches où le personnage est allongé, très particulier. Là, on peut dire qu'on est dans quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui est perçu par la mouvance, soit de la forme pure, soit par la dynamique spatiale. Là, on est dans les forces éthériques, des forces modelantes. Et ces forces modelantes vont progressivement faire une forme que l'on discerne, qui est liée au monde du réel. Il notera, notre tâche sera d'aller chercher, de faire descendre jusqu'à nous les formes et les couleurs qui existent dans l'océan cosmique de l'esprit qui nous entoure. Faire descendre les formes et les couleurs. Donc c'est pas s'approprier les couleurs avec un pot et puis faire de la peinture. C'est pas dessiner une forme que nous avons dans la tête parce qu'on veut dessiner un bonhomme, non. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Je pense encore au bonhomme tétard avec ses grands membres là qui viennent nourrir la tête. Le vouloir qui va vers la pensée. Je vais terminer. On peut avoir maintenant, après ces constats, la certitude que ce que Steiner décrivait plus haut était une réalité vivante pour lui. Je relis. À l'origine, toute impulsion artistique venait du fond même de son être, en parlant de l'homme, et s'exprimait spontanément par le mouvement. Par la suite, il devait transposer ce mouvement en une forme. Il sentait l'onde monter. Monter en lui. C'est exactement ce que l'on peut ressentir face à ces diverses études et dessins des forces et des ondes périphériques qui montaient en lui et donnaient à voir une forme dans le sens d'une gestalt, un processus d'action multiple, formatrice, que l'on pourrait qualifier d'éthérique. La puissance créatrice venant du cosmos, du monde de l'esprit, pourrait correspondre là à ce que Thomas d'Aquin nomme dans la Somme théologique la nature naturante, c'est-à-dire une force assimilée à Dieu. Je relis à nouveau ce qui a été souligné plus haut par les affirmations de Rudolf Steiner au sujet de la création de formes. Il dit « J'y suis parvenu en me livrant aux forces créatrices de la nature. Et j'ai tenté de me servir de ces forces comme la nature le fait. Il en est résulté ces formes.
Là, les paroles déjà prononcées par ceux qui dessinent les formes, pour ceux qui dessinent les formes, pardon, peuvent être répétées. Je pense en voulant, je flue dans la forme, je forme dans le flux, je veux le concept. Et à la fin, j'apporte ordre au chaos. La pensée, le sentiment dans le mouvement et la volonté sont ainsi réunis dans la création de formes. Je vous remercie.